Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons jouer à saute-mouton avec les provinces. Nous allons en effet pédaler au départ de Pérouet ici en Brabant wallon et nous allons nous diriger vers Gembloux en province de Namur. Ce sera une belle échappée qui sentira bon la ruralité, en selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Débutant votre échappée belle à l'est de Pérouet, vous serez d'emblée immergé dans l'atmosphère rurale. De part et d'autre du tracé de l'ancienne ligne 147, les champs s'étaleront à perte de vue. Céréales, betteraves ou pommes de terre tisseront le tapis coloré du généreux plateau limoneux. Les paysages ondoyants et infinis de la SB Brabançonne vous séduiront. L'horizon, si distant, sera bientôt à portée de main, annoncé par des fermes en carré qui témoigneront de la fertilité du sol. Qu'elle soit de Semé, de la Porte, de la Petite Cense, du Mont ou du Moulin, toutes ces fermes robustes et opulentes sont d'anciennes dépendances d'abbayes et dessinent ce petit coin de Brabant. À Torrembay-les-Béguines, vous ne résisterez pas à la tentation et succomberez au charme de la ferme de Mélemont. Étienne Rigaud, bonjour, merci de nous ouvrir les magnifiques portes de cette ferme tout aussi magnifique. C'est une ferme qui a toute une histoire. Une ferme qui a toute une histoire puisqu'elle dépendait de l'abbaye de Villers-la-Ville, donc c'est une ferme cistercienne qui était une tête de pont de Villers-la-Ville à l'époque pour utiliser au maximum les bonnes terres de la région. Il y a pas mal d'énigmes aussi autour de ces bâtiments qui subsistent. J'ai vu un chemin de croix, c'est assez atypique. Oui, c'est vrai que ce chemin de croix est atypique et on n'en connaît pas grand-chose, si ce n'est approximativement la date de son implantation, vers les années 1850, mais d'où il vient, qui a décidé de le poser là, voilà, ça reste un peu surprenant. Tout ça était assez logique puisqu'il y avait un prieuré qui était là autour, il y a une petite chapelle, donc tout ça tournait évidemment autour de la religion, mais qui l'a fait poser, on n'en sait pas plus. Même chose pour le porche Colombier, on ne sait pas trop non plus. On ne sait pas trop non plus, on pense que c'est un porche qui vient d'un château qui devait être ici dans le coin parce qu'il est tellement monumental par rapport aux autres fermes qu'on est un peu surpris quand on le voit de face, c'est vraiment un bâtiment exceptionnel. C'est une ferme qui est toujours en activité, dans laquelle on fait d'ailleurs toujours des céréales, mais où on a pas mal fait de la diversification, entre autres dans des légumes, des pommes de terre. Et aussi la vigne. Et ça, c'est une magnifique histoire, que cette histoire du domaine de Mélemont, c'est une histoire d'amis. Tout à fait, tout à fait. 3 amis qui se retrouvent et qui décident d'implanter de la vigne et qui sont toujours, après 25 ans, associés dans le même objectif qualitatif de faire une production qui était un retour, parce qu'on sait que de la vigne, il y en avait ici dès le Moyen-Âge, il y avait de la vigne, il y a encore des noms de rues. Donc on sait que la vigne, il y en a toujours eu. Et le tout, la difficulté, c'était évidemment de remettre tout ça en marche, de retrouver les bons cépages, de retrouver les bons gestes et de refaire de ce terroir, qui est un terroir incroyable, un terroir à vigne aussi et à raisin. Qu'est-ce que vous produisez ? Alors on produit essentiellement du vin blanc, je dirais à 90% c'est du vin blanc et un petit peu de rouge et de rosé sur le côté. Et parmi ce vin blanc, moitié vin tranquille, moitié crément de Wallonie. Effervescent. Effervescent, voilà. Étienne Rigaud, merci beaucoup. Et puis longue vie encore à ce domaine de Mélemont. On va quitter votre belle ferme, mais on va continuer à parler de patrimoine avec d'autres bâtiments typiques. Ce sont les maisons de fonction. C'est la Minute Patrimoine du jour. Elle est consacrée au patrimoine fluvial. Le long des canaux et des rivières, on va retrouver des bâtiments typiques. Exemple, des maisons de fonction, maisons éclusières, maisons d'ascenseurs, maisons aussi pour les personnes qui manœuvraient les ponts-levis. Donc c'était des maisons où habitait le personnel. Ça leur permettait non seulement de garder l'ouvrage d'art, d'être aussi opérationnels assez rapidement puisqu'ils étaient sur leur lieu de travail, ou encore des missions accessoires, parfois aller surveiller des barrages à proximité pour éviter les crues,
Donc ce patrimoine un peu particulier, eh bien, il est encore présent le long de nos voies navigables. Ce sont des maisons sur lesquelles on trouve aussi des indications précieuses pour les bateliers. Oui, dans certains cas, on pouvait retrouver un kilométrage entre deux ouvrages d'art, puisqu'il n'y avait pas les techniques actuelles, ou encore c'était un lieu de perception. On prend le cas du tunnel de Godarville, il y avait un poste de perception, ou en Wallonie, bien d'autres fonctions liées à ces maisons. On retrouve également certaines caractéristiques architecturales pour ces bâtiments. Oui, souvent, les maisons de fonction sur une même voie d'eau étaient fort similaires. Et puis, on voit aussi les différentes époques de construction de ces ouvrages, et elles ont tout un charme particulier. Par-delà les chemins de remembrement, vous retrouverez le Ravel. Les bosquets, colonisés par une multitude d'oiseaux, se feront chantants et laisseront apparaître d'autres décors champêtres. Progressivement, vous vous rapprocherez de Perouet. Arrivé sur le site de la gare, vous ne vous étonnerez pas d'apprendre que son trafic marchandises était autrefois essentiellement agricole. Aujourd'hui, les lieux ont été reconvertis et la halle à marchandises est même devenue le local du club de pétanque. À quelques coups de pédale de là, dressée au sommet d'une petite butte, la chapelle Saint-Roch se fera lumineuse et resplendissante. Avec sa forme polygonale, son toit d'ardoise, son soubassement en pierre et ses murs de briques Cholet, cet édifice classé a été sauvé de l'abandon et de l'oubli au début des années 2000. C'est Jean Renard et son épouse Gertrude de Nice qui ont fait construire cette chapelle en 1636 suite à une épidémie de peste qui sévissait dans la région. Épargnés par la terrible maladie, ils l'ont érigée en guise de remerciement à Saint-Roch. Au loin, le parc éolien se profilera. C'est vers lui que vous vous dirigerez, toujours sur l'assise de l'ancienne ligne 147. Plus vous vous en approcherez, plus ces moulins géants des temps modernes élèveront fièrement leurs mâts vers les sphères célestes, profiteront du moindre souffle de vent pour actionner leurs bras gigantesques. L'existence de cet inégalable gisement éolien vous conviera à l'évidence. Quand Éole soupire, ces bourrasques confèrent à la plaine d'invisibles mais pourtant bien réels reliefs. Le Ravel n'y échappera pas. Pédalant cheveux au vent, vous vous laisserez conter l'histoire de cette ligne 147 qui reliait Landen à Fleurus. Ces travaux ont débuté en 1863 et 2 ans plus tard, son trafic est ouvert tant au transport marchandises que voyageurs. Dans les années 30, plusieurs centaines de mineurs prenaient ainsi quotidiennement le train en direction des mines de Charleroi. La Seconde Guerre mondiale marque hélas le déclin de la ligne au bénéfice de lignes voisines plus importantes. Sans y prêter attention, vous basculerez ensuite d'une province à l'autre, passant du Brabant wallon à la province de Namur. Lorsque vous arriverez dans le quartier de la gare de Grand-Lay, vous ne vous y méprendrez pas pour autant. Le bâtiment voyageur et celui des recettes sont bel et bien situés sur le territoire de Torrambay-Saint-Tron, donc de Perouet, et non sur celui de Gembloux, comme les Grands-Laysiens l'ont toujours estimé. Un peu plus loin, entre le village de Grand-Lay et le bois du même nom, une nouvelle pause s'imposera. Sébastien Defour, bonjour, vous êtes journaliste à Canal Zoom. Nous sommes ici dans un petit paradis, où sommes-nous? Oui, on est sur la commune de Gembloux, encore ici. On est vraiment au bord de l'étang de Grand-Lay. C'est un beau petit étang dans un cadre vraiment assez sympathique, très naturel et relativement paisible. C'est un étang qui a toute une histoire. Oui, tout à fait. Donc on doit son existence aux travaux de l'autoroute des Ardennes. C'est dans les années 70, en 1972 pour être exact. Donc il fallait pour asseoir les plateaux de l'autoroute, de
de la terre et du sable, et on trouvait ça ici de manière assez riche à Grand-Lay, donc ils ont été autorisés à creuser, donc c'était vraiment beaucoup plus grand que simplement cet étang, mais donc ils ont creusé des fois jusqu'à 25 mètres de profondeur, et puis il y avait des stations de pompage qui retiraient l'eau, et puis tout d'un coup, eh bien, on a remblayé ce trou et la terre n'était plus perméable, et puis les pompes à un moment donné sont tombées en panne, donc l'étang a commencé le trou à l'époque a commencé à se remplir, ce qui a fait l'étang de Grand-Lay. Au début, on s'y baignait, maintenant, ça a une autre vocation. Oui, c'est ça, tout à fait. Au début, les gens venaient relativement nombreux ici, profitaient un petit peu de ces espaces. Ils se baignaient dans l'étang. Et puis, l'année 1976, il a fait très très chaud cette année-là. Il y a eu beaucoup de baignades et il y a eu 2 accidents mortels. Et depuis, il y a un arrêté communal qui interdit les gens de se baigner ici, tout simplement. Par contre, c'est resté un site de loisirs, on y pratique la pêche et ça va être l'objet de votre reportage. Oui, tout à fait. Il a bien fallu se recycler et bien évidemment faire venir les gens ici. Et on a assisté, il n'y a pas si longtemps que ça, à un petit concours de pêche parce qu'il y en a régulièrement ici au bord de l'étang. Et donc, je vous propose de regarder ça en image. Allez, on regarde ensemble le reportage de Sébastien Defour. Je viens de Fumay, dans les Ardennes, je sais pas, 140 km d'ici à peu près. Je viens ici parce qu'on trouve beaucoup de poissons, c'est rare, un plan d'eau où il y a beaucoup de poissons, voilà, et on s'amuse. On est à peu près sûr de s'amuser, à chaque fois. C'est la première fois que vous venez ici? Non, ça fait 3-4 ans maintenant que je viens, au moins 2 fois par an. Et chaque fois la récolte est bonne? Ouais, je pense. Ma plus mauvaise place, ça a été un 3 jusque maintenant, donc je me plains pas. Vous allez chercher la première place aujourd'hui? Ah, ça c'est pas moi qui vais décider, c'est eux là. Mais j'espère bien, oui, forcément. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui pêchent donc avec des grandes cannes à pêche qui vont jusqu'à 13 mètres et d'autres qui vont pêcher avec des cannes relativement plus courtes, mais une pêche qui se dit de surface à l'anglaise. Donc c'est une pêche un petit peu différente où les gens lancent à 25-30 mètres et prennent des poissons qui sont actifs plus loin et d'autres qui pêchent carrément sous leur canne pour prendre des poissons qui sont actifs mais juste dans le bord de l'étang. Donc il vient de prendre un poisson en surface. C'est une carte donc on ne fait pas souffrir le poisson, donc on les remet le plus vite possible à l'eau. On ne les met pas dans les bourriches justement pour abîmer les poissons. 8,4 kg. C'est un très beau poisson. Est-ce qu'on tient déjà le gagnant du concours? Je ne sais pas parce qu'il a encore un poisson là maintenant, donc il est parti. Il est en mode veille, on va dire ainsi. À partir de la fusion des communes, l'ancien bourgmestre de Grand-Lay avait réempoissonné à titre personnel du poisson parce qu'il était pêcheur, mais son échevina n'a pas suivi son choix et n'a jamais remboursé sa facture de poisson. Donc il s'est retourné vers des privés de Grand-Lay qui étaient pêcheurs et qui ont apuré, je vais dire, sa dette de rempoissonnement à condition d'avoir le droit de pêche. Au fil des années, la société a pris de l'ampleur, on s'est ouvert à tous les styles de pêche, donc on peut pratiquer chez nous toutes les techniques de pêche, que ce soit de la pêche au blanc, au carnassier, à la carpe, à la truite, parce que nous voulons absolument rester éclectiques. On pratique des rempoissonnements chaque année, en hiver, là au moment où on peut manipuler le poisson, je vais dire sans danger pour lui. On s'est astreint, je vais dire, à une limite du nombre de pêcheurs. On a limité à 750 membres par an. Le succès de l'étang est, je vais dire, national. On a des pêcheurs qui viennent de partout en Belgique. Quand je vous disais que c'est un vrai sport, la pêche. Doucement, votre escapade prendra fin. Vous ne pourrez toutefois pas résister à la tentation d'une visite au château de Petit-Lay. Construit au XVIIe siècle, ce château ferme témoignera de l'architecture mosane typique de l'époque. Depuis 1992, les lieux et leur cadre agraire, formés de bois, de champs et d'eau, offrent par ailleurs un espace d'exposition unique. Au cœur de la nature, la Dilleman Galerie expose de grands noms de la sculpture européenne et des œuvres d'artistes du continent africain. Un rendez-vous rêvé pour les promeneurs, curieux, férus de nature, amoureux du patrimoine et amateurs d'art.